Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver et j'en suis ravi parce que ça prouve qu'on a une communauté de discussion. Ça ne veut pas dire qu'on a une communauté de point de vue, mais qu'on a une communauté de discussion. Oui, il faut que je salue aussi nos chers ennemis qui ne manquent pas de faire des commentaires tout à fait détestables, mais que j'apprécie beaucoup parce que ça prouve qu'ils nous regardent. Et voilà, bon. Alors, cette semaine, bien évidemment, et ça sera à mon avis vrai pour la semaine prochaine et peut-être même pour la semaine d'après, ce qui fait le point de discussion, c'est la colère agricole, la révolte de nos amis agriculteurs. Alors, en France, chaque fois que l'on évoque la colère paysanne, même si le président de la République avait pu dire qu'il n'y a pas de culture française, chaque fois qu'on évoque la colère des paysans, derrière, sans même qu'on fasse un effort pour y penser, on sent monter du fond de l'histoire, du fond des terres historiques, quelque chose qui nous rappelle toujours qu'au commencement de toute révolte, il y a eu les jacqueries, il y a eu les défenseurs de la terre, les paysans, parce que c'est eux qui, depuis toujours, façonnent le visage de la France et travaillent tout simplement la terre nourricière. Et cette révolte, cette colère agricole, moderne, post-moderne, elle a à la fois un pied dans la post-modernité, ne serait-ce que par la dimension fulgurante, impressionnante des engins, à l'égard desquels, il faut bien le reconnaître, les matériels de police paraissent un peu lilliputiens. Et puis elle a un autre pied dans cette espèce d'enracinement dynamique que constitue le passé, quoi. Bon, on ne peut pas être paysan sans avoir les deux pieds dans la glaise, hein, dans la terre. Alors, cette noble colère des paysans, qui essayent de se faire entendre depuis très longtemps, mais très longtemps, les livres qui racontent la misère des paysans, j'en citais un, Foutez-leur la paix, énumèrent toutes les difficultés, les tracasseries que l'on fait subir aux paysans. À l'instant où je vous parle, et aujourd'hui tout va vite, hein, tout va plus vite que les mots, même à peine a-t-on fini une phrase qu'elle peut être bonne à archiver, tellement le temps va vite. Au moment où je vous parle, des paysans s'approchent de Paris. On se demande si les tracteurs de la colère paysanne vont labourer les Champs-Élysées, et on se dit un peu comme le titre du film, « Paris brûle-t-il ». Pour l'instant, les paysans ont l'intention de rester à l'extérieur de Paris. Mais tout peut changer, tout évolue. Qu'est-ce qui se passe exactement ? D'abord, sachons que derrière nos amis agriculteurs, nos amis viticulteurs, nos amis paysans, il y a près de 89% de Français qui les soutiennent, qui jugent positivement leur mouvement. Et 83% des sondés pensent qu'Emmanuel Macron, vous savez, celui qui est allé se faire voir par Vishnu aux Indes, soutient insuffisamment les agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole ? Nos paysans, d'abord et avant tout, se sentent totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Ils se sentent démunis face aux industriels, à l'agroalimentaire qui se gave, aux grandes et moyennes surfaces qui se gavent, aux banques qui se gavent, à toutes les superstructures capitalistes qui vivent bien et trop bien sur leur dos pendant que eux crèvent. Il faut savoir que certains paysans n'arrivent pas à gagner 500 € par mois, alors que, paraît-il, au Parlement, les députés viennent de s'augmenter de 300 €, ce qui est d'une maladresse insigne qui relève un peu
de la goujaterie, quoi. C'est pas forcément les 300 euros, c'est la manière, c'est le moment. Je crois que seule la France insoumise, me semble-t-il, j'en suis pas sûr, hein. Si je me suis trompé, vous me le direz, se serait opposé à cette décision. Le Rassemblement national, je crois qu'il y avait Chenu qui était là, aurait voté pour, a voté pour, mais par la suite, dans un communiqué, a regretté et a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, la punisseuse, la maîtresse d'école qui met au coin tous les députés, de revenir sur cette décision. 300 euros pour les députés de rémunération supplémentaire. La moyenne pour un paysan, c'est 500 euros par mois et il travaille des heures et des heures. 2 agriculteurs se suicideraient par jour ou tous les 2 jours. On n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, mais enfin, ça veut dire que la situation pour eux est désespérée. De quoi se plaignent-ils? D'abord, le coût de production en rapport avec le prix et les revenus. Tout ça est trop insuffisant. Ensuite, ils vivent. Moi, un agriculteur me racontait ce que son père lui avait dit: tu ne seras pas très riche, mais au moins tu seras libre. Ben, c'est vrai qu'il y a chez le paysan de toute histoire, c'est pas la peine de remonter à Péguy, hein, un amour de la liberté, quoi. Il est libre sous le ciel. Ben, aujourd'hui, non seulement il ne gagne pas sa vie, mais il n'est plus libre parce que les normes européennes, les normes nationales, les normes européennes retranscrites avec sévérité, avec tout un processus tatillon par les administrations françaises, leur rendent la liberté impossible. Je vais vous donner un exemple. Pour la plantation d'une simple haie, destinée à réduire l'effet du vent, l'érosion ou les excès de pluie, il y a 14 textes qui régissent la matière de la haie. Oui, c'est pas une blague. Et le code rural, qui était en 1965 composé, je crois, de 765 articles, est aujourd'hui composé de 30 068 pages. 3 068 pages. 1965, 755 pages. Aujourd'hui, plus de 3000 pages. Voilà. Vous vous rendez compte, l'enfer de normes, l'enfer de décisions. Dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Foutez-leur la paix, la journaliste raconte qu'un paysan qui élevait, je crois, des brebis et qui se trouvait situé dans un plan Natura 2002, voulait installer un abreuvoir. Il lui a fallu l'autorisation des Bâtiments de France. Finalement, il ne l'a pas obtenu. Donc, il n'a pas eu l'abreuvoir qu'il voulait pour que ses brebis puissent s'abreuver, vu qu'il n'y avait pas, comme dans la fable de La Fontaine, l'eau si claire. Eh bien, parce qu'il n'avait pas d'abreuvoir, on l'a sanctionné pour défaut d'abreuvoir, alors qu'on ne lui permettait pas d'avoir un abreuvoir. Voilà. Je vous cite cet exemple, mais les contraintes sont permanentes, sans parler de la police environnementale qui est armée, ah oui, et qui arrive chez les paysans, chez les agriculteurs, armés, et qui débarque sur les parcelles sans autorisation préalable. Dans les Vosges, on raconte qu'un agriculteur avait enlevé des branchages près d'une rivière et qu'il a été poursuivi et condamné pour destruction d'habitations de castors. Les paysans, aujourd'hui, sont constamment soumis à cette contrainte administrative, bureaucratique. Une enquête que j'ai lue, une enquête qui est pas très vieille, hein, estime qu'un paysan passe 9 heures par semaine, à remplir des formulaires. Ça représente 20% de son temps pour remplir des papiers qui permettent à des ronds de cuir de vivre et d'avoir un travail. L'écologie aussi les rend fous avec toutes ces mesures. Et ils mettent en cause, et ils ont raison, l'Europe avec les traités de libre-échange qui organisent une concurrence déloyale,
traité de libre-échange avec le Japon, avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, avec la Tunisie, avec la Thaïlande, avec l'Indonésie, avec les Philippines. Tous ces traités vont amener des produits qui ne sont pas soumis aux normes que doivent respecter les agriculteurs français. C'est une concurrence déloyale. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on laisse faire ça? Et quand il y a des directives européennes, il existe en France une surtransposition, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus que ce qu'on nous demande. Et puis, quand on parle avec des paysans italiens, ou bien qu'on a la chance de parler avec des paysans espagnols, ils rigolent comme dans une discussion avec Montalbano. Ils rigolent parce que leur administration, elle a pour consigne de ne pas les emmerder, alors que la nôtre a pour consigne d'emmerder nos agriculteurs, ce qui fait qu'il y a une concurrence disciplinaire des normes. Et c'est ce qui amène un paysan que j'ai entendu à dire « ce sont des collaborateurs, quoi. Ils en font plus que ce qu'on leur demande. » Alors qu'est-ce qu'ils demandent, nos paysans? Ils voudraient d'abord vivre libres, ne plus être humiliés par cette bureau-technocratie européenne, relayée par la bureau-technocratie tatillonne française. Ils voudraient avoir une meilleure rémunération des aides. Ils voudraient être mieux aidés, une compensation pour la détaxation du gasoil non routier, la simplification des normes environnementales, un meilleur accès à l'eau, pas d'interdiction des produits phytopharmaceutiques sans solution alternative. Voilà, on en est là, quand je pourrais égrener pendant des heures et des heures tout ce que les paysans demandent, mais finalement, quand on regarde de près ce qui se passe, on a l'impression que l'Union européenne, relayée par d'autres pays, veut la destruction de l'agriculture individuelle. C'est-à-dire qu'il y a un plan capitalistique d'une dimension industrielle qui veut remplacer l'agriculture de l'homme, l'agriculture de l'individu, l'agriculture du paysan, l'agriculture de la main, par une agriculture gigantesque, industrielle, internationale, construite au bénéfice des grands groupes financiers. Une fois de plus, c'est le triomphe des lobbies, c'est le triomphe des ententes bancaires, c'est le triomphe de l'agroalimentaire, et ce n'est pas la FNSEA qui viendra délivrer nos paysans de ce carcan. C'est grâce à eux que nous n'avons pas faim. Il ne faut pas, comme le dit le slogan, que ce soit leur faim. Il faut les défendre comme on défendrait notre histoire. Il faut les défendre parce qu'ils nous défendent. Et on doit être tous solidaires du monde agricole et des paysans. Un paysan sur son tracteur, il est un symbole extraordinaire parce qu'il laboure. Et c'est dans ce sillon qu'on doit se mettre. Merci à nos agriculteurs de leur combat pour notre liberté. Et pendant que nos agriculteurs se battent pour la liberté, pour la démocratie quelque part, le Conseil constitutionnel, cette institution dans laquelle siègent, c'est le cas de le dire, siègent, oui, 9 membres, non pas élus, en place pour 9 ans, quelle sinécure, quel confort, désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont décidé que la loi immigration, votée par le Parlement, par les députés, par vos élus, était sur de très nombreux points. Un tiers des dispositions ont disparu. Anticonstitutionnelles, enfin ce n'est pas le terme qu'on devrait employer parce que ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit, mais il y a un tiers des dispositions de la loi qui ont été pulvérisées, ce qui veut dire que la loi immigration n'existe plus. Alors même que les Français, dans leur majorité, 70% des Français approuvaient le texte, alors qu'une majorité de Français demande que l'on traite d'une manière stricte la question de l'immigration. Macron s'est débrouillé pour faire voter un texte dont il a demandé au Conseil constitutionnel, puisque c'est lui
qu'il a saisi de faire en sorte que le texte ne s'applique pas. Alors moi je pose qu'une seule question. Je ne vais pas entrer dans un débat sur les dispositions qui ont été annulées. La loi ne veut plus rien dire. Quand vous pensez qu'on ne peut même plus prendre les empreintes digitales d'un migrant en situation illégale, parce que le Conseil constitutionnel a décidé qu'on ne pouvait pas l'y contraindre, qu'est-ce qu'on peut faire? Se débarrasser du Conseil constitutionnel qui est un instrument antidémocratique. Comment comprendre que neuf personnes, absolument pas élues, qui ont passé leur vie parfois à avoir des échecs électoraux, si on prend la carrière des uns et des autres, on s'en rend bien compte. Un président du Conseil constitutionnel, discuté quand même, peuvent détruire ce que le Parlement a décidé. Mais entre le 49.3 et les décisions du Conseil constitutionnel, à quoi sert le Parlement? À quoi sert-il? Est-ce qu'on en a encore besoin? Si ce n'est pour donner l'impression tout à fait illusoire, fantasmatique, qu'on vivrait dans une démocratie. Non, il faudrait en réalité, si on veut un contrôle de la constitutionnalité, c'est ce que j'avais proposé, que le Conseil constitutionnel, une fois qu'il a pris sa décision, à condition d'être composé de membres désignés différemment et plus démocratiquement, prenne une décision soumise à un collège composé de sénateurs et de députés, collège devant lequel le président du Conseil ou un de ses représentants irait défendre sa décision, et que finalement ce serait ce collège de députés et de sénateurs, un mini-congrès en quelque sorte, qui dirait si la disposition proposée est retenable, recevable ou pas. Et la parole resterait alors au Parlement. Et puis, comme le disait De Gaulle, le juge suprême, c'est le peuple. Donc on aurait dû aller au référendum. Mais en réalité, on est dans du parisianisme le plus sordide. Ces gens s'entendent entre eux, s'organisent entre eux, confisquent la démocratie. Et on est vraiment dans un pays où il n'y a plus aucune démocratie représentative. Tout ça risque de mal finir. Et pendant ce temps-là, comme à son habitude, quand ça chauffe ici, Macron est loin, très loin. Là, il est sur les bords du Gange et il est en train de se faire consoler par Vishnu. L'Inde, oui, Macron est aux Indes. Oui, s'il pouvait finir sa vie dans un ashram à prier pour demander pardon des fautes qu'il a commises. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. C'est pas dit qu'elle sera simple et facile. Merci de nous rejoindre en cliquant sur la petite cloche, parce que plus vous êtes nombreux, plus on est puissant. Plus vous êtes nombreux, plus on est efficace. Merci de rejoindre cette communauté que nous sommes en train de créer, d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur de dire les choses, qui prennent le risque de dire les choses, qui ne sont pas mondains, qui ne sont pas dans les salons, qu'on invitera peut-être de moins en moins et tant mieux, mais qui auront toujours le courage de dire ce qu'ils pensent. Allez, tapez sur la cloche. Merci.